Bonjour Monsieur Patrick Jardin. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien avec Burdiga La Presse, petit média régional, mais qui se préoccupe des affaires nationales, voire même internationales, lorsque elles concernent, évidemment, elles ont une répercussion sur notre vie quotidienne. Alors, tout le monde a entendu plus ou moins parler de vous. Hein, vous êtes le père d'une victime du Bataclan, de cet horrible attentat Bataclan du 13 novembre 2015, bien sûr. Et donc, je ne voudrais pas donc m'étendre là-dessus. Simplement, je voulais vous poser des questions concernant, déjà pour commencer, le procès qui a eu lieu, le procès Fleuve, et que vous nous disiez un petit peu le sentiment de ce que vous avez éprouvé de notre justice et de la lâcheté, enfin, excusez-moi, je prends position là en l'occurrence, je ne devrais pas, de la lâcheté de nos dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà votre analyse? Bien évidemment, bon, pour moi, le procès, j'ai assisté à pratiquement toutes les audiences, excepté le dernier mois et demi, où là, j'avoue, j'en ai eu un peu marre. Ce procès a été très long. On a passé 9 mois, perdre du temps pour rien. On a écouté des expertises d'experts qui en fait ne savaient pas grand-chose, puisque je prends l'exemple, par exemple, des experts belges qui ont saisi des portables sur les djihadistes et qui n'ont pas éprouvé le besoin de les analyser, de les étudier. oui. Donc, effectivement, tout ça, j'ai trouvé que c'était perdre beaucoup de temps. Et je pense qu'on est passé complètement à côté de ce procès, c'est-à-dire que moi, en tant que victime, j'aurais aimé qu'on m'éclaire sur les causes réelles de ces attentats. Alors, je ne sais pas si le président Périès, qui dirigeait la cour d'assises spéciale, a reçu des pressions de la part du monde politique, mais je ne serais pas surpris si c'était le cas, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas pu entendre tous les responsables politiques que j'avais demandé à mon avocat de faire convoquer. Alors, M. Hollande a été, lui, entendu, mais le jour de son audition, la défense a refusé qu'on l'entende, ce qui fait que la Cour s'est retirée pendant 2 heures pour délibérer, pour savoir s'ils allaient l'entendre ou pas. Et pour finir, on l'a effectivement entendu, mais on n'a pas eu le droit de lui poser de questions. Ouais. Et que ça servait à rien. Bon. Ouais. Une semaine après, on a entendu M. Bernard Cazeneuve, dans les mêmes conditions, qui nous a dit, comme François Hollande, qu'effectivement, il savait qu'il allait y avoir un attentat, et il doutait que ça allait faire 130 morts, mais ils n'ont pas éprouvé le besoin de faire quoi que ce soit. Ah oui. Monsieur Valls, qui lui était une des premières personnes intéressantes et je pense qu'il aurait dû être entendu, puisqu'il a eu entre les mains la liste de tous les djihadistes qui sont intervenus au Bataclan et au Stade de France, etc., ce qu'il ne faut pas les oublier. Oui. Il a refusé, lui, de prêter attention à cette liste, sous prétexte que cette liste avait été faite par les services français en collaboration avec les services syriens. Donc, monsieur, Le Drian, lui, en tant que ministre des Armées, on aurait aimé aussi qu'il soit entendu, parce que il y a quand même 8 militaires qui étaient face au Bataclan ce jour-là et auxquels on a refusé l'autorisation d'ouvrir le feu. Donc, il aurait, à mon avis, été intéressant de lui poser la question pourquoi on avait refusé l'ouverture du feu à ces gens-là. De même que le 31-7 de Reims qui s'était qui était initialement affecté à la surveillance de M. Valls, qui était à 700-800 mètres du Bataclan, et ils ont formé colonne, ils sont rendus sur le Bataclan, ils ont même pénétré dans le Bataclan et extirpé un otage, et on leur a demandé de faire demi-tour et de rentrer à la base. Donc, toutes ces choses-là, si vous voulez, sont des questions, à mon avis, primordiales, auxquelles, moi, en tant que victime, j'aurais aimé
qu'on me réponde. De Bien sûr. même, il y a un monsieur qui était initialement convoqué et qu'on a refusé d'entendre, qui est monsieur Georges Fenech, Ah qui oui. était le président de la commission sur les attentats de Paris, et auquel on n'a pas donné la parole non plus. Or, je Ah oui, pense que d'accord. ce Ah monsieur oui. avait aussi quelque chose à dire. Oui, oui, oui. Oui. Donc, Donc, c'est pour ça que j'estime que ce procès a été en fait une vaste mascarade. Alors, certes, il y a eu des peines exemplaires qui ont été prononcées. Bon, ces peines, de toute façon, on s'attendait tous à ce qu'elles soient exemplaires, parce que c'est difficilement oui. défendable, ce genre de choses. On peut d'ailleurs regretter au passage que Monsieur Banater ait supprimé la peine de mort à ce sujet-là. Moi, j'estime que ces gens-là méritaient la peine de mort. Oui, oui. Après, bon, ça n'existe plus dans le système répressif français. Moi, je le regrette, mais enfin, bon, c'est tout. Bon, donc, si vous voulez, pour moi, ce procès, j'y ai pas trouvé mon compte. Ben, Alors, il a essayé, excusez-moi de vous interrompre, j'ai l'impression à vous écouter que non seul, d'une part, il a été bâclé, bien entendu, et que presque à la limite, tout a été fait pour déployer un rideau de fumée pour que les véritables responsabilités ne soient pas dégagées. Hein, c'est un petit peu ça, ce qu'on peut en c'est mon conclure. sentiment. C'est Voilà. effectivement mon sentiment, parce qu'il y a des faits, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, pour écrire mon livre, pas devant les caméras, j'ai fait un travail d'enquête important. Il y a des faits où on se demande si c'est pas de la compromission des politiques avec les djihadistes. Ouais. Il y a des choses qui paraissent absolument anormales. Par exemple, le fait que François Hollande, 8 jours après les attentats, ait remis la Légion d'honneur au prince d'Arabie Saoudite, qui est quand même Ouais. un des principaux financiers des attentats, moi, ça me révolte. Mais ça n'a pas l'air de choquer qui que ce soit. Je vois pas ce que ce monsieur a fait pour la France qui mérite qu'on lui donne la Légion d'honneur. Ouais, ouais. Alors d'ailleurs, donc c'est Mohamed Ben Salman donc, dont vous parlez. C'est Je ça? sais, Non, je peut-être ne sais pas. plus son nom. Oui. Ah oui, un prince, le prince héritier peut-être, parce que Oui, on a parce que fait. c'était à l'époque, il venait juste de changer, je pense, si je Ouais. me souviens. Parce que oui, parce qu'on a fait beaucoup des gorges chaudes dernièrement avec la visite de Mohamed Ben Salman, je sais pas quel titre il a, puis c'est pas une démocratie. Le prince, c'est le prince d'Arabie Saoudite à cause de l'assassinat de Khashoggi, vous savez, donc ce Oui, 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 journaliste. oui, 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 oui. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, on aurait pu d'ailleurs, ça me fait penser en vous écoutant, qu'on aurait pu soulever ce détail entre guillemets important au moment de la visite de MBS, hein, Oui. Mohamed Ben Salman. Bon, oui, effectivement. Donc ce procès, on va voilà. Donc je voulais simplement vous donner parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Oui, oui, non, Mais mais j'entends bien. déjà, Mais je pense vous avez bien résumé la situation, la façon dont vous l'avez ressentie, c'est-à-dire tout a été fait pour finalement éviter que les responsabilités politiques au plus haut oui, niveau. alors moi, mon avocat a passé son temps à me dire, Monsieur Jardin, vous faites erreur parce que ça n'est pas le procès des politiques, c'est le procès des djihadistes. Donc, puisque c'était le procès des djihadistes, moi, je vais créer une association et maintenant, on va faire le procès des Oui, politiques. d'accord. Parce que j'estime absolument anormal que des gens comme François Hollande, Manuel Valls, Le Drian, Cazeneuve, tous ces gens-là sortent complètement innocentés des manquements qu'ils ont eus, quoi. Vous savez, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit à son préfet le matin même des attentats, je m'attends à un attentat de 130 personnes et qu'il y en ait Alors, 131, on oui. peut avoir des doutes quand même. Ben, écoute, oui, effectivement, si ce chiffre, c'est quand même assez hallucinant de voir que ce chiffre avait été plus ou moins prévu et qu'il s'est réalisé, parce que là, s'il y a un domaine où le hasard règne, a priori, c'est cela. Donc, j'avoue que c'est hallucinant. C'est Alors, troublant. voilà, très troublant. Alors, ben ça correspond, enfin, je vous en parlerai off,
de certaines de mes conclusions dans le combat que je mène, mais c'est pas le propos, c'est vous qui êtes, qui êtes sur la sellette. Alors, oui, je voulais vous poser une question à propos d'un fait collatéral, mais qui est révélateur, à mon sens, de cette ambiance qui règne dans notre pays. C'est les propos qui ont été tenus dans le journal Le Monde à votre rencontre. Hein, vous êtes un père haineux, d'extrême droite radicale, etc., qui ont d'ailleurs eu pas mal beaucoup de peine à passer, d'ailleurs, dans le public. Hein, ça a quand même fait un petit peu de bruit. Et vous leur avez intenté un procès. Est-ce que vous avez est-ce que ce procès a avancé? Parce que voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La justice française a ses lenteurs et normalement ça devrait passer en 2023. 2023, oui. Alors ça va être une autre paire de manches parce que là, pour la caractéristique de la haine, évidemment, c'est quand même. Mais j'avoue que c'est scandaleux. Enfin, il me semble scandaleux qu'on puisse vous qualifier de père haineux, alors que justement, c'est l'amour de votre fille qui. Voilà, c'est ça. Vous amène. Moi, j'assume complètement la Ouais. haine que j'ai envers les djihadistes et même envers les politiques qui ont laissé faire et qui n'ont pas fait leur boulot ce jour-là. J'assume complètement la haine. Parce que Oui. le contraire de la haine, justement, c'est l'amour. Et moi, j'adorais ma fille, comme chaque papa, je pense, adore son enfant. Bien Donc sûr. ça me gêne pas, si vous voulez, qu'on me dise que je suis haineux. Maintenant qu'on me traite après d'extrême droite, tout ça, bon, là, ça commence à m'énerver un petit peu. Oui. Hein, moi, j'ai mes idées politiques. Je ne vois pas pourquoi on me qualifie d'extrême droite parce que je pense que effectivement, il faudrait procéder à une remigration massive pour sortir ce pays enfin, excusez-moi du terme, mais de la merde dans laquelle on est. Hein. Oui, bien sûr. Un chat, un chat. Hein. Tout à fait. Alors, moi, je pense pas que ces idées-là soient d'extrême droite. Hein. Mais bon. Voilà, tout à fait. Alors, bien sûr, mais vous savez que quand quelque chose déplaît au camp du bien, puisque le monde, c'est le camp du bien personnifié, aussitôt, vous êtes classé dans cette catégorie, puisque c'est tellement facile et ça fonctionne depuis des années. Alors, justement, à ce sujet, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, la justice, telle qu'elle devrait fonctionner, si elle fonctionnait correctement, la justice, en se chargeant, en prenant à son compte, lorsque la société prend à son compte de rendre la justice véritable, c'est le meilleur moyen d'éviter la haine ou en tout cas le ressentiment. Et voilà, donc justement, c'est parce que la société est en mesure de punir et de trouver les coupables que justement on a une société qui peut être, sinon débarrassée, du moins où la haine peut être atténuée, bien entendu. Bien sûr, mais si vous voulez, faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'actuellement, la justice est en complète déliquescence. C'est absolument scandaleux. Moi, je vois, comme chacun, hein, à la télévision, dans les radios et tout ça, il y a des forces de l'ordre qui font ce qu'ils peuvent, qui se font incendier, qui se font foncer dessus. Et dès qu'ils sortent leurs armes de service, on leur fait un procès scandaleux. Hein, la police qui viennent leur chercher des poux dans la tête, alors que ce sont des malfrats qui ont essayé d'attenter à leur vie. Moi, je suis désolé, il y a une question, il arrive un moment donné, si vous voulez, où si on ne respecte pas les gens qui sont chargés de maintenir l'ordre, on ne peut rien faire dans ce pays. Et là, c'est un scandale, quoi. Moi, c'est quand même pas normal qu'on en arrive à des solutions comme ça. L'autre jour, ce qui s'est passé l'autre jour à la Guillotière à Lyon, j'ai jamais vu ça, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où ce genre de choses se produit sans qu'il y ait de réaction, évidemment, officielle. C'est hallucinant, notre pays, dans une espèce de cauchemar éveillé, avec tous ces événements. Alors, donc, c'est un petit peu donc ce sentiment. Alors, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez pu avoir la confirmation que vous étiez fiché S? Alors, si vous voulez, lorsque vous êtes fiché S, on ne vous prévient pas. Oui. Bon, moi, je m'en suis rendu compte parce que je suis parti en Guadeloupe
Et en partant de Guadeloupe, en passant les services de douane, la première fois en partant, ça m'a duré une demi-heure. Et quand je suis revenu, ça a duré 3/4 d'heure. Bon, comme je suis pas plus idiot que les autres, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il y a des gens qui pénètrent dans mon pays, qui sont pas français, ils passent comme une lettre à la poste. Et moi, je veux rentrer dans mon pays, je Ouais. passe 3/4 d'heure coincé à la douane. Sans que aucun des fonctionnaires ne me dise exactement ce qui se passait. À l'époque, j'avais un ami qui était fonctionnaire, qui était commissaire à Roubaix, en Afrique du Nord, hein, comme c'est bien connu. Et je lui ai demandé, je dis, écoute, il y a quand même quelque chose, tu peux pas regarder. Et il m'a rappelé dans l'après-midi, il dit, t'étonnes pas, t'es fiché S. Bon. Est-ce que je le suis encore? Je suis incapable de vous le dire, parce que on vous avertit pas, comme on vous a pas averti que vous étiez fiché, on vous avertit pas si vous l'êtes encore. Ouais, bien sûr. Donc Ouais. là, pour l'instant, j'en sais absolument rien. Cela dit, je vais vous dire, ça Oui. me préoccupe pas plus que ça, parce que Ouais. bon, déjà, j'ai pas pu repartir à l'étranger. Enfin, si, je suis parti une fois au Mexique où j'ai vécu le même scénario. Mais sinon, depuis, avec le Covid, tout ça, j'ai pas pu repartir à l'étranger. Donc, ça me gêne absolument pas. On me demande rien, je demande rien à personne. C'est tout, quoi. Ouais. Ça me gêne pas, quoi. Si ça les Oui. amuse, bon, franchement, ça m'est égal, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est là aussi, on voit bien l'inanité de ce type d'action administrative, parce qu'en fait, c'est administratif. Et donc, on peut mettre un fichier S sur quelqu'un comme vous qui respectait la loi, qui est même espéré dans la loi. Hein, vous espérez dans la loi. Et, et donc, et des fichiers S qui finalement vont pas être surveillés plus que ça, en définitive, puisqu'on n'en Ah a pas. oui, bon, alors, si vous voulez, Éric Zemmour m'avait demandé de me présenter aux législatives dans le Nord. Il y a un brave journaliste qui a rien trouvé de mieux, un gars du Figaro, je pense, de dire est-ce qu'un fichier S peut être Oui, présenté oui, aux oui. élections législatives? Oui, j'ai Bon, vu ça. ça m'a fait un peu sourire parce qu'en fait, effectivement, pénalement, j'ai le droit à tout. Hein. Je peux voter, Bien je suis sûr, encore, bien sûr. pour l'instant, je suis encore citoyen français. Les droits civiques. Alors, ça m'amène un petit peu à la question suivante, ça me fait une transition. Justement, donc, vous vous êtes engagé derrière Éric Zemmour, dont je signale au passage que c'est le seul, enfin, c'est un constat, hein, donc c'est pas une prise de position pour ou contre, mais c'est le seul homme politique français qui ose dire que l'islam est incompatible avec notre pays. Euh, Exactement. voilà. Et donc, Exactement. Je connais bien, d'ailleurs, c'est un ami Jean-Marie Le Pen. Je connais bien aussi Marine, mais à partir du moment où elle a dit que l'islam était compatible avec la République, il est bien évident que je me suis écarté de Marine parce que moi, ma fille a été tuée par des islamistes, par l'islam, par et donc l'islam, je peux pas la laisser, je veux pas la tuer une deuxième fois, quoi. C'est pas bien possible. sûr, bien sûr. Justement, alors parce que je vais faire une petite nuance. L'islam est peut-être compatible avec la République, mais il n'est peut-être pas compatible avec la France, vous voyez, parce que il y a des républiques islamiques, mais pas forcément. Je pense la France, par son âme, son fonctionnement et son identité, ne peut pas être musulmane, ou alors elle sera plus la France. Le problème, c'est que dans le Coran, il est bien marqué que ce sont les musulmans qui doivent imposer leurs us et coutumes Mm, aux autres pays et pas l'inverse. mm, Or, que ce soit en France ou en Belgique ou en Italie, je ne pense pas que les gens ont envie de se laisser imposer mhm, la mode de vie de ces gens-là, quoi. ouais, Qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux, grand bien leur fasse. Hein. Moi, je suis jamais allé et j'irai jamais parce que c'est une culture qui m'intéresse pas du tout. Mais chez moi, j'ai pas envie de subir leurs lois. Vous savez, avant le décès de ma fille, j'ai travaillé 13 ans à Tourcoing. Bon, Tourcoing, c'est aussi l'Afrique du Nord comme Roubaix. Hein. oui, 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 tout. Eh bien, ça devenait infernal. J'étais cambriolé toutes les semaines. C'était vraiment le Bronx.
Cela dit, quand on analyse bien, Tourcoing, c'est la ville de Monsieur Darmanin, hein. Oui, c'est ça. Donc, faut peut-être que c'est comme ça qu'on comprend que Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, ne fera jamais rien contre l'islam. Bien sûr, Jamais. bien sûr. Alors, justement, donc, c'est au niveau oratoire, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, pour laquelle il faut quand même, dans nos propos, vous combattez l'islam, mais pas les musulmans. Hein, Non, parce que si vous voulez, moi, comme j'ai dit, des amis qui sont musulmans, qui sont parfaitement intégrés, qui boivent de l'alcool, qui font voilà. la fête, et qui sont parfaitement intégrés aux Français et à la France. Voilà, Mais moi, ce que je condamne, c'est ceux qui, bien sûr. comme dans certains quartiers de Roubaix, où certains bistrots sont interdits aux femmes, par exemple. Bon, C'est ça, ça. je comprends pas. Ça. Bon, moi, je refuse catégoriquement qu'on m'impose la viande halal. Moi, ça me plaît pas. J'ai pas envie qu'on égorge les animaux. D'abord parce que ces animaux nous font l'honneur de nous nourrir et je refuse qu'ils souffrent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour la petite histoire, je suis président d'une association qui s'appelle Vigilance Halal. Hein, Oui, donc, ça, je suis, oui. ça, voilà. Donc, effectivement, en tant que vétérinaire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué de voir que l'abattage halal avait tendance à devenir la règle, bien Bien sûr. entendu. Voilà, Toujours pour une question économique. voilà, pour des questions économiques, de marché, etc. Et alors, justement, donc, il y a vous savez qu'en France, on a le propre, caractéristique souvent des débats absurdes, hein, bien entendu. Il y a la dernière polémique en cours, c'est l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen, hein, qui fait beaucoup de bruit et qui montre quand même toujours il est très fortement, ça provoque très fort remous dans la communauté musulmane. Communauté, vous voyez, donc c'est déjà plus, c'est là qu'on voit qu'on est obligé de parler de communauté. Et donc, est-ce que vous pensez que lorsqu'on voit tous ces événements avec chaque fois donc une communauté musulmane qui est extrêmement sensible, un épiderme extrêmement sensible à ce qui se passe, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer un jour avoir un islam modéré? Est-ce que bien sincèrement? Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué parce que, bon, j'ai pas lu tout le Coran parce que c'est assez rébarbatif, mais le peu que j'ai lu, le Coran ne laisse pas place à quelque chose de modéré. Loin de là. Donc, ça me paraît très compliqué. Voilà, oui. Donc effectivement, et c'est aux musulmans justement d'agir sur leur propre religion pour justement en expurger notamment les versets violents. Hein. Il y a des Mais versets. c'est encore complètement utopique parce que même s'il y en a qui sont parfaitement intégrés, lorsqu'il s'agit, si vous voulez, de, de prendre parti, ils prennent toujours parti pour leurs coreligionnaires, Oui, jamais pour les autres. c'est Donc ça. ça me paraît extrêmement compliqué. Ça paraît très compliqué. Est-ce que ça sera donc ma dernière question parce que je regarde je suis désolé. C'est pour rester dans un format qui est paraît-il, le meilleur format pour justement faire euh, donc un survol. Évidemment, on ne va pas aller au fond des choses, mais pour donner quand même une idée, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un déni de la part de beaucoup de nos élites concernant l'islam, avec un refus d'étudier ce qu'est réellement l'islam, ce qu'est réellement le Coran. Et par exemple, je prends le dernier exemple en date qui m'a frappé, je l'ai écouté, le rabbin Corsia, le grand rabbin Corsia, qui se plaint de l'antisémitisme de plus en plus virulent, sans jamais désigner
la provenance de cet antisémitisme. Et ce sont des gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche et qui se battent depuis des années pour interdire le débat sur l'immigration et notamment sur l'immigration musulmane. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le malheur, c'est que depuis les 50 dernières années, on a eu des hommes politiques qui manquaient sincèrement de courage. Ça, c'est dramatique. Parce que maintenant, on arrive à des situations qui sont extrêmes. Et si on avait pris des mesures il y a 40 ou 50 ans, on ne serait pas dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et alors, malheureusement, je ne pense pas actuellement que l'équipe qui est au pouvoir prendra des mesures. Ils ont une telle peur de déclencher une guerre civile avec les banlieues, avec ce monde islamiste, qu'ils n'oseront pas bouger le petit doigt. Et comme malheureusement les Français, on l'a vu encore aux dernières élections, ont tendance à leur donner raison, puisqu'ils ont quand même réélu les mêmes, je pense que ça va être très très compliqué pendant de nombreuses années. Néanmoins, je suis satisfait et je pense que Éric Zemmour en est pour une grande partie responsable. Je commence à voir, notamment dans les réseaux sociaux, c'est que les gens commencent à changer un petit peu d'avis, si vous voulez. Bon, on a eu une période la semaine dernière où il y a eu 6 morts en 3 jours. Franchement, ça, les gens en ont marre quand même. Oui, Parce oui. que ce qui m'est arrivé, et ça, j'arrête pas de le dire, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous maintenant. La semaine dernière, je suis allé à Paris. Quand vous descendez à la gare du Nord, je peux vous dire que vous n'êtes pas fiers. Hein. C'est le Liban, hein, la gare du Nord. Oui, Faut oui, faire oui. attention. Hein. La gare de l'Est, c'est la même chose. Donc, les gens, tout ça, ils commencent à un petit peu en avoir marre parce qu'on est dans un pays qu'on dit libre, mais en fait, on est libre de rien. On peut même pas aller et venir selon notre gré à toute heure du jour ou de la nuit dans n'importe quel endroit. Bien Or, sûr. on est chez nous quand même. Hein. Ben oui, bien sûr. Et puis le rôle, si l'être humain s'organise en société et en cité, au début, les sociétés se limitaient à la cité, c'était justement pour assurer notamment la sécurité, bien sûr, la sécurité des citoyens, une sécurité collective et de pouvoir vivre en paix. Et ce n'est plus du tout le cas. Et il est certain qu'on est amené à se poser des questions sur l'utilité de notre classe politique, bien entendu. Et voilà, donc c'est pour ça que votre cheminement, donc tout ce que vous nous avez dit qui a été malheureusement initié par un très grand malheur. Hein, donc j'avoue que je suis moi-même père j'ai 4 enfants et des petits-enfants, mais s'il devait m'arriver la même chose que vous, je serais dans le même état que vous, hein, bien entendu. Donc, nous arrivons à l'issue de notre entretien et je vous en remercie. Je diffuserai ça, donc on a essayé d'être le plus clair possible et pas de langue de bois, sans être des jusqu'au-boutistes, hein, il me semble. On a réussi à éviter voilà, donc Alors, si vous permettez, j'aimerais quand même ajouter une oui, chose, voilà, c'est que tout à fait, je ne suis tout à pas fait. du genre à laisser tomber. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais m'attaquer à toutes ces personnalités politiques qui, pour l'instant, s'en fichent de loin ou de près, hein, d'ailleurs, hein, de ce qui s'est passé. Hein. Pour vous donner une idée, moi, quelques jours après les incidents, enfin les accidents, les attentats plutôt du Bataclan, j'ai le ministre des anciens combattants, parce que quand il vous arrive ça, vous faites partie des anciens combattants, je dirais plutôt des anciens combattus, mais enfin bon, c'est comme ça. Et Monsieur Todeschini qui est venu me voir en me disant, Monsieur Jardin, parce que je faisais un peu de barreau, il dit, vous plaignez pas, vous allez être indemnisé. Oui, j'ai Oh, touché 48 000 euros pour ma fille. aïe, aïe, aïe. Ouais. Enfin bref. Mais moi, j'ai pas l'intention d'en rester là. Donc, je vais créer une association à la rentrée et je vais tout mettre en œuvre
pour déposer une plainte et puis attaquer toutes ces politiques de façon à ce qu'ils soient au moins une fois dans leur vie responsables de leurs actes. Tout à fait. Alors, je ne manquerai pas de reprendre contact par la suite pour savoir où en est cette plainte et évidemment la répercuter auprès de notre modeste média, mais malgré tout qui participe à la connaissance de la vérité. Hein, voilà. Donc, un grand merci et je vous souhaite bon courage et réussite dans cette entreprise de salubrité publique, bien entendu. C'est gentil, je vous remercie. Merci, Monsieur Patrick Jardin, et puis à très bientôt. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et toute notre aide vous est acquise, évidemment, pour cette entreprise. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.